Bonjour, je suis Cécile de Buisson, je suis pédiatre à l'hôpital des enfants et aux urgences pédiatriques et je m'occupe plus particulièrement de maladies infectieuses. Nous allons voir les pathologies infectieuses chez l'enfant sur ce cours qui dure environ 3 heures. Le cours se divise en 4 parties. La première partie qui est diagnostiquer une fièvre chez l'enfant. La deuxième partie, la prise en charge de l'enfant fébrile avec les traitements médicamenteux et les mesures physiques. La troisième partie qui est la démarche diagnostique devant une fièvre chez l'enfant. Et enfin, la quatrième partie qui est la plus conséquente, où nous allons voir les principales pathologies infectieuses en pédiatrie. Donc tout d'abord, diagnostiquer une fièvre chez l'enfant. La fièvre a une définition. La fièvre correspond à une élévation de la température centrale au-dessus de 38 degrés en l'absence d'activité physique intense, chez un enfant normalement couvert et dans une température ambiante modérée. C'est important de comprendre cette définition et de ne pas oublier de l'appliquer lorsqu'on interprète la valeur d'une température mesurée. En effet, si on mesure la température d'un bébé, par exemple, qui arrive avec plusieurs couches de vêtements ainsi qu'une gigoteuse et une couverture polaire, eh bien, on peut imaginer que sa température va être un petit peu augmentée par des couches trop importantes. Un autre exemple, si on mesure la température d'un enfant de 2 ans qui vient de jouer pendant 2 heures dans la salle d'attente, de courir, de crier et qui transpire, là aussi on n'est pas dans la définition de la fièvre, puisque même s'il a 38, il n'est pas au repos et donc on ne peut considérer réellement qu'il a de la fièvre. Quelques mots de physiopathologie. Au niveau cérébral, la température corporelle est déterminée par le centre thermorégulateur. Le point d'équilibre thermique est donc déplacé vers le haut en cas de fièvre. On différencie fièvre et hyperthermie, même si souvent dans le langage courant, même médical, on parle d'hyperthermie pour parler de fièvre. En réalité, l'hyperthermie, c'est une accumulation de chaleur d'origine exogène, par exemple un coup de chaleur, ou endogène, par exemple un effort physique intense. Il faut savoir que la fièvre, on le dira plus tard, n'est qu'un symptôme, et au-delà de ça, elle a un certain rôle dans la défense contre les infections. Euh, En fait, les micro-organismes ont l'habitude d'être dans le corps humain à 37 degrés. Et donc, si la température du corps est supérieure, si elle est par exemple à 39 ou 40, eh bien les microbes sont moins à l'aise. Et donc, la fièvre constitue un moyen de défense, un moyen de réponse de l'organisme aux infections, qui est assez basique, qui peut ne pas suffire, mais qui a un certain sens. Fièvre ne signifie pas forcément maladie infectieuse, hein. Le thème du cours, sont les maladies infectieuses, mais vous allez voir que je vais parler beaucoup de fièvre. En effet, fièvre et maladie infectieuse sont souvent associées, mais euh, une fièvre ne signifie pas toujours une maladie infectieuse. Et une maladie infectieuse peut ne pas être fébrile. Par exemple, les maladies infectieuses sans fièvre, je vous les ai écrites dans la diapositive, quelques-unes. Le tétanos, le botulisme, le choléra, la coqueluche sont des maladies infectieuses qui ne font pas monter la température corporelle. Il peut également y avoir un authentique sepsis, c'est-à-dire une infection grave, avec non pas une fièvre mais une hypothermie. Et c'est même un facteur de gravité de l'infection. Et il peut y avoir des fièvres sans maladie infectieuse, notamment dans certaines maladies inflammatoires, les plus connues chez l'enfant étant la maladie de Kawasaki, la maladie de Steele ou encore la fièvre méditerranéenne familiale. Les hémopathies comme les leucémies, les lymphomes peuvent donner des fièvres et même certaines réactions immunoallergiques médicamenteuses. Malgré tout, la fièvre reste le maître symptôme en infectiologie.
La méthode de mesure de référence de la température est le thermomètre électronique par voie rectale et si possible avec un embout flexible. Voici quelles sont les différentes méthodes de mesure qui existent. Le thermomètre électronique à embout flexible peut être utilisé par voie rectale ou par voie axillaire, il faut alors ajouter 0,5 degrés. Par voie buccale, il faut aussi rajouter 0,5 degrés. Le thermomètre doit être placé sous la langue, sur le côté du frein de la langue, les lèvres fermées. Et donc on comprend bien que c'est difficile d'obtenir la coopération d'un enfant petit pour une mesure buccale. La mesure buccale est très peu utilisée en France, elle est plus utilisée dans les pays anglo-saxons. Le thermomètre tympanique ou auriculaire est un thermomètre pratique d'utilisation rapide qui ne nécessite pas de déshabiller l'enfant et qu'on utilise nous en pratique quotidienne aux urgences. Le thermomètre frontal, deux possibilités. Le thermomètre à cristaux liquides qui peut être parfois utilisé en médecine scolaire mais qui n'est pas fiable et qui devrait être abandonné. Et le thermomètre frontal au contact ou à infrarouge, largement vendu en pharmacie, qui a son intérêt. Enfin, le thermomètre de l'artère temporale donne une température assez précise et rapide. Alors le thermomètre auriculaire, il faut savoir bien l'utiliser. Euh, le principe de fonctionnement, c'est que le faisceau à infrarouge doit taper non pas sur le conduit, comme c'est indiqué là, mais bien sur le tympan pour pouvoir mesurer la température centrale. Donc pour que l'embout du thermomètre auriculaire soit bien orienté, il faut tirer le pavillon de l'oreille vers l'arrière et vers le haut, quel que soit l'âge. Et avant 2 ans, même en faisant cette manœuvre, l'anatomie de l'oreille et le faible diamètre du conduit ne permet pas de viser de façon fiable le tympan et donc le thermomètre auriculaire ne doit pas être utilisé chez les nourrissons. Donc je vous ai listé là les alternatives acceptables à la mesure rectale, qui est, comme je l'ai dit, la mesure de référence. Pour les nouveau-nés, la prise axillaire de la température est comparable à la mesure rectale. Donc, elle est intéressante car il n'y a pas de risque de lésion euh, de la marge anale, euh, ce qui pourrait arriver avec des mesures rectales très répétées. Chez le nourrisson, on peut utiliser le thermomètre à infrarouge au niveau temporal. Et chez l'enfant de plus de 2 ans, le thermomètre à infrarouge, auriculaire ou temporal, puisqu'il présente l'avantage d'une prise de température très rapide, qu'il n'est pas nécessaire de déshabiller l'enfant et qu'il est très bien accepté. Et donc là, je vous redis que les thermomètres à cristaux liquides, en général, en fait, surévaluent la température. Leur mesure est très imprécise et ils n'ont pas leur place dans les recommandations de mesure de la température. Nous allons passer maintenant à la deuxième partie du cours, qui est la prise en charge de l'enfant fébrile. Pour cette partie, je me suis fiée aux recommandations de l'HAS qui datent de 2016 et qui ont édité une fiche mémo prise en charge de la fièvre de l'enfant que je vous encourage à regarder. Mon cours résume les principaux éléments de cette fiche. Sur le diaporama, si vous cliquez sur sur ce lien, vous avez directement accès à la fiche mémo. Donc, quels sont les enjeux de la prise en charge de la fièvre? Alors, la fièvre, ce n'est pas une maladie, la fièvre est un symptôme. Les complications de la fièvre sont relativement rares. Les convulsions fébriles existent, mais sont assez rares, et la déshydratation est possible, mais surtout pour des températures très élevées et pour des très petits nourrissons. Donc la recherche de la pyrexie n'est pas un objectif en soi.
L'objectif, c'est d'améliorer le confort de l'enfant. Donc ça, c'est quelque chose de très important qu'il faudra expliquer aux familles. L'objectif du traitement de l'enfant fébrile n'est pas de faire baisser la température ou de faire disparaître la température. L'objectif est de rendre l'enfant confortable. Voilà. Autrement dit, il n'y a pas de valeur de température euh, limite pour décider de la mise en place d'un traitement de la fièvre. Ce qui compte, c'est comment l'enfant vit sa fièvre, plutôt de quelle façon il la vit mal. Alors il y a deux moyens possibles, les mesures physiques et les médicaments. Voyons d'abord les mesures physiques. La première chose, c'est de découvrir l'enfant. Un enfant qui a de la fièvre, un nourrisson qui a de la fièvre, il faut le déshabiller, on le met en couche. On ne surchauffe pas la pièce. Donc la chambre d'un enfant idéalement doit être aux alentours de 18 degrés, ce qui n'est pas très élevé. On propose fréquemment des boissons plutôt fraîches. En effet, le nourrisson qui a de la fièvre peut se déshydrater. Il n'est pas capable de demander à boire, donc c'est aux parents de proposer les boissons et des boissons plutôt fraîches pour aider à faire baisser la température corporelle. Le bain qui a longtemps été préconisé n'est plus recommandé. Non pas qu'il ne soit pas efficace, mais il n'est plus recommandé parce que il ne correspond pas à l'objectif d'améliorer le confort de l'enfant. Voilà, mettre un enfant qui a 40 degrés dans un bain à 3 heures du matin n'est pas confortable. Donc le bain n'est plus recommandé dans les méthodes physiques. Donc toutes ces méthodes doivent être associées, elles permettent de limiter l'ascension de la température, elles augmentent l'efficacité du traitement médicamenteux et elles permettent de maintenir une hydratation correcte. Les moyens médicamenteux, on a 4 molécules disponibles, le paracétamol, l'ibuprofène, le kétoprophène et l'acide acétylsalicylique qui est l'aspirine. Ces molécules ont une efficacité sur la température, sur la fièvre, qui est relativement comparable, mais ils ont des effets indésirables et des contre-indications qui sont différents. Ils sont tous disponibles sans ordonnance, sauf le kétoprophène qui nécessite une prescription médicale. Le paracétamol, c'est le plus utilisé, c'est celui qui doit être prescrit ou indiqué en première intention. Il peut être administré dès la naissance. La posologie est de 60 mg par kilo et par jour répartie en 4 à 6 prises. Donc, par exemple, si on le prescrit toutes les 6 heures en 4 prises, c'est 15 mg par kilo. Il peut être donné par voie orale, sous forme de sirop, avec une pipette graduée en dose poids, sous forme de sachet, de comprimé ou de gélule, comprimé et gélule pour les plus de 6 ans, ou alors par voie rectale en suppositoire. Il existe également par voie intraveineuse, et ça s'appelle le perfalgan. En cas de surdosage, il y a un risque de toxicité hépatique qui est potentiellement très grave. Sinon, le paracétamol n'a pas vraiment d'effet indésirable. Il faut savoir que les boîtes de paracétamol comportent 8 comprimés de 1 g, les boîtes adultes, c'est-à-dire 8 grammes. Et en fait, ça a été calculé pour que si jamais un adulte prend les 8 comprimés en une fois, un adulte de 50 kg ou plus, eh bien, il n'est pas à dose toxique. C'est la même chose pour les sirops de Doliprane. Les sirops de Doliprane ont un bouchon sécurisé, comme beaucoup de sirops de médicaments pédiatriques. Euh, et la quantité de sirop est étudiée pour que si la bouteille est avalée en entier, un enfant de poids supérieur à 10 kg ne soit pas à dose toxique. Voilà, et on considère qu'un enfant qui aurait un poids de moins de 10 kg, c'est-à-dire en gros un enfant de moins d'1 an, n'est pas capable d'ouvrir seul un flacon avec un bouchon sécurisé. Alors, les anti-inflammatoires non stéroïdiens, donc il y a l'ibuprofène et le kétoprophène. L'ibuprofène est plus utilisé. Les non commerciaux sont l'Advil et le Nureflex. On peut le prescrire à partir de 3 mois, pas avant, et le kétoprophène à partir de 6 mois, pas avant. Les posologies sont indiquées.
et il existe uniquement par voie orale, en sirop ou en comprimé pour les enfants de plus de 6 ans qui savent avaler les comprimés. Les anti-inflammatoires non stéroïdiens ne doivent pas être utilisés en cas de varicelle, en cas d'infection cutanée ou d'infection des tissus mous. Ils sont même contre-indiqués car ils peuvent augmenter le risque de complications qui est la fasciite nécrosante. C'est une complication très grave qui correspond à une infection des tissus profonds au niveau des fascias qui s'étend en profondeur et qui peut euh, euh, donner des infections potentiellement mortelles ou avec nécessité d'amputation. Les effets indésirables des anti-inflammatoires non stéroïdiens sont essentiellement gastriques, avec des risques de gastrite ou d'ulcères, rénaux, avec des risques de tubulopathie ou d'insuffisance rénale, et allergiques, risque qui est imprévisible. Enfin, l'acide acétylsalicylique, l'aspirine ou l'aspégique peut être utilisé dès la naissance à la dose de 10 à 15 mg toutes les 6 heures par voie orale ou par voie veineuse. Les effets indésirables sont les mêmes que ceux des anti-inflammatoires non stéroïdiens. En plus, l'aspirine a comme inconvénient de pouvoir donner un effet indésirable, rare mais très grave, dans un contexte de syndrome grippal ou de varicelle, qui est le syndrome de Rey. En effet, si on prend de l'aspirine alors qu'on a la grippe, on peut développer une atteinte cérébrale sévère avec coma, atteinte hépatique, c'est le syndrome de Rey qui est très rare mais très grave, avec une évolution mortelle. Pour cette raison-là, l'aspirine est contre-indiquée en cas de grippe ou de syndrome grippal et depuis maintenant quelques décennies, l'aspirine n'est quasiment plus utilisée comme antithermique. Donc en pratique, en cas de fièvre, alors j'ai marqué sur mon diaporama supérieur à 38,5, mais vous voyez, j'ai oublié de changer ce titre. Il faudrait marquer comme titre en cas de fièvre inconfortable, en cas d'inconfort chez un enfant fébrile. Voilà quels sont les conseils à expliquer aux parents. Donc éviter de couvrir l'enfant, ne pas surchauffer la pièce, faire boire l'enfant le plus souvent possible et prescrire un antipyrétique en fonction de l'âge et des contre-indications. En première intention, le paracétamol. Pas d'intérêt prouvé de l'alternance, c'est-à-dire que certains médecins ont tendance à vouloir alterner paracétamol et AINS, mais cette alternance n'est pas recommandée. Il n'y a pas d'intérêt prouvé que ça marche mieux que le paracétamol seul. Donc le paracétamol doit être proposé en première intention pour tout enfant fébrile. Les explications doivent être très clairement données à la personne qui prend en charge l'enfant, notamment les objectifs, comme je l'ai expliqué en introduction, du traitement de l'enfant fébrile, qui sont donc d'améliorer le confort et pas forcément d'obtenir une apyrexie. Troisième partie du cours, quelle est la démarche diagnostique devant une fièvre chez l'enfant? La première étape est de mener un interrogatoire précis, on va voir lequel, et de faire un examen clinique, on va voir également, afin de rechercher une des 4 situations d'urgence. Les 4 situations d'urgence, nous allons les voir les unes après les autres. C'est rechercher des signes de mauvaise tolérance de la fièvre, c'est le fait qu'on soit face à un nourrisson de moins de 3 mois, c'est le fait qu'on soit face à un enfant immunodéprimé ou qui présente une pathologie chronique, et enfin une fièvre qui témoigne d'une infection grave ou potentiellement grave. On va voir ce que ça veut dire. Mener l'interrogatoire et l'examen clinique. Alors concernant un petit peu le terrain, l'environnement, déjà savoir l'âge de l'enfant. On l'a vu et on va le revoir. Si l'enfant a moins de 3 mois et qu'il a de la fièvre, c'est une situation d'urgence. Quels sont les antécédents de l'enfant? Est-ce qu'il a des maladies particulières qui font qu'il ne sait pas bien se défendre contre les maladies? Est-ce qu'il a un déficit immunitaire? Est-ce qu'il a une drépanocytose? Est-ce qu'il a éventuellement une pathologie
chronique qui risquerait de décompenser ou qui pourrait donner une infection grave. Est-ce qu'il y a un contexte épidémique? Par exemple, cet enfant, est-ce qu'il est gardé en crèche où il y a une épidémie de rougeole? Est-ce que ses frères et sœurs sont malades? Quel est son statut vaccinal? Les vaccins permettent de protéger contre des maladies infectieuses et donc si l'enfant est bien vacciné, ce n'est pas pareil que s'il lui manque des vaccins. Est-ce qu'il a fait un séjour dans un pays étranger? Ça, c'est important parce que ça ouvre le champ des possibles des maladies tropicales. Est-ce qu'il est en contact avec des animaux? C'est important parce que les animaux peuvent transmettre des maladies infectieuses. On appelle ça les anthropozoonoses. Est-ce que l'enfant a eu un traitement récent ou en cours, notamment des antibiotiques, des anti-inflammatoires, des choses qui pourraient un petit peu modifier les symptômes? Ensuite, on va s'intéresser à ce qu'on appelle le syndrome fébrile, donc voir un petit peu comment est la courbe de température. Alors, si l'enfant est hospitalisé, on fait une vraie courbe de température sur une pancarte, sinon on pose des questions aux parents. Quelle est la valeur de la fièvre? Est-ce que c'est une fièvre à 38, 38,5 ou une fièvre à plus de 40? Depuis quand cette fièvre dure? Est-ce que cette fièvre est sensible aux antipyrétiques? Est-ce qu'il y a des signes associés comme des frissons, des sueurs, des douleurs diffuses? L'interrogatoire est capital. En pédiatrie, et notamment devant un enfant fébrile, l'interrogatoire et l'examen clinique permet le plus souvent d'aboutir à un diagnostic. On a très peu souvent affaire à des examens complémentaires. On va rechercher également des signes généraux, asthénie, anorexie. Chez le nourrisson, c'est important également de voir s'il y a une altération du comportement, une modification du cri, du tonus, des difficultés alimentaires. Il faut savoir écouter les mamans qui vont vous dire mon enfant n'est pas comme d'habitude, ou bien mon enfant a déjà eu de la fièvre, mais là vraiment, je suis inquiète. Il est plus abattu, il est plus grognon, il est plus somnolent que d'habitude. Et puis, on va rechercher des signes d'accompagnement. Cet enfant a de la fièvre, mais est-ce qu'il a le nez qui coule? Est-ce qu'il tousse? Est-ce qu'il a mal à la gorge? Est-ce qu'il a mal au ventre? Est-ce qu'il vomit? Est-ce qu'il a la diarrhée? Est-ce qu'il a mal à la tête? Est-ce qu'il a une conscience normale? Est-ce qu'il a une éruption cutanée? Etc. Si on n'a aucun autre signe d'appel que la fièvre, on appelle ça une fièvre isolée. Ensuite, on va faire un examen clinique minutieux, complet de l'enfant, entièrement déshabillé. Un enfant s'examine nu, sans couche, sans chaussettes, pour pouvoir tout vérifier. On va commencer par mesurer certains paramètres hémodynamiques, pouls, tension, fréquence respiratoire, au minimum. On va regarder la coloration de l'enfant et aussi ce qu'on appelle le temps de recoloration cutanée, c'est-à-dire qu'on appuie sur le doigt au niveau du tronc, on enlève le doigt et on compte en combien de secondes la peau qui s'est décolorée à la pression se recolore. Le temps de recoloration cutanée est allongé s'il est supérieur à 2 secondes, donc 3 secondes ou plus. On fait un examen appareil par appareil. On regarde l'examen cardiovasculaire, digestif, ORL, neurologique, cutané, rhumatologique, etc. Et la première étape, c'est de rechercher une des 4 situations d'urgence que j'ai schématisées. Donc on va les revoir les unes après les autres. Signe de mauvaise tolérance de la fièvre, nourrisson de moins de 3 mois, fièvre survenant chez un enfant ayant un terrain ou des antécédents particuliers rendant l'infection potentiellement grave, ou enfin une fièvre qui témoigne d'une infection grave ou potentiellement grave. Alors, les signes de mauvaise tolérance de la fièvre, ça c'est très important. La tachycardie est un signe précoce de mauvaise tolérance de la fièvre, mais non spécifique. Donc, d'autres situations peuvent rendre un enfant tachycarde, en dehors d'une fièvre ou d'une fièvre mal tolérée. Euh, Est-ce que vous en connaissez? Certainement. Qu'est-ce qui peut rendre un enfant tachycarde? Bien, ça peut être l'agitation, le stress, les pleurs. Ça peut être la douleur.
Ça peut être l'anémie. Souvent, vous me citez la déshydratation. Alors, la déshydratation, c'est pas la déshydratation qui donne qui rend tachycarde, c'est l'hypovolémie. Donc, c'est quand même une étape un petit peu sévère de la déshydratation. L'hypotension est un autre signe de mauvaise tolérance, mais cette hypotension, chez l'enfant, elle survient tardivement. Et ça, c'est une particularité pédiatrique. Dans tous les chocs de l'enfant, l'hypotension survient tardivement, contrairement à l'adulte. Chez l'adulte, l'hypotension se constitue progressivement. La tension artérielle baisse petit à petit. Chez l'enfant, la tension artérielle reste longtemps normale. L'enfant est capable de mettre en place des mécanismes adrénergiques qui lui permettent de maintenir une tension artérielle normale alors même que le débit cardiaque a chuté. Et donc c'est à la fin, quand tous ces mécanismes de compensation sont dépassés, que la tension artérielle chute. Et on a l'habitude de dire cette phrase, quand l'hypotension survient, l'arrêt cardiaque n'est pas loin. Ce qui signifie que oui, l'hypotension artérielle est un signe de mauvaise tolérance de la fièvre à rechercher, que si l'enfant est hypotendu, c'est très grave et il faut s'en préoccuper de façon très urgente et précise. Néanmoins, il ne faut pas attendre que l'enfant soit hypotendu pour penser que c'est grave. Donc finalement, on a un signe précoce mais non spécifique, qui est la tachycardie, et un signe sérieux mais tardif, qui est l'hypotension. Donc il nous faut autre chose. Et cette autre chose, ce sont les signes de vasoconstriction périphérique. Donc ça consiste en quoi? Eh bien, ce sont des marbrures, le teint gris ou pâle, les extrémités froides et ou cyanosées, et le temps de recoloration cutanée allongé, donc de 3 secondes ou plus. Également, chez le nourrisson, le comportement inhabituel, c'est-à-dire le nourrisson qui va être apathique, geignard, somnolent, qui va avoir un cri anormal, une irritabilité, une inconsolabilité, une anomalie de réaction à l'entourage familier. Si le nourrisson de 1 an pleure quand il vous voit ou quand il me voit, c'est normal. S'il pleure quand je l'approche ou quand vous l'approchez, c'est normal. Par contre, quand on s'éloigne et que la maman le prend dans ses bras, le nourrisson doit se calmer. S'il ne se calme pas, là, c'est pas normal. Donc, ces anomalies de comportement chez un nourrisson fébrile sont des signes de gravité, sont des signes de mauvaise tolérance de la fièvre. Les paramètres hémodynamiques dépendent de l'âge. Il faut donc savoir se référer à des ABAC pour pouvoir interpréter les paramètres que l'on a mesurés. Là, vous avez par exemple un tableau qui vous montre la fréquence cardiaque, la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique et la fréquence respiratoire en fonction de l'âge, avec des normes et des fourchettes. Là, vous avez d'autres normes de pression artérielle systolique avec des formules qui permettent de retrouver un petit peu rapidement et facilement les normes et les limites inférieures. Donc, pour ce qui est de la limite inférieure, avant 1 mois, c'est 50 à 60 mm de mercure de pression artérielle systolique. Avant 1 an, 70. Et entre 1 et 10 ans, c'est 70 plus 2 fois l'âge en année. Donc, par exemple, si l'enfant a 4 ans, 2 fois 4, 8, plus 70, 78, c'est la limite inférieure de la pression artérielle systolique. Et 90 mm de mercure de pression artérielle systolique, limite inférieure, pour les plus de 10 ans, et ça rejoint les normes de l'adulte. Alors, je vous ai montré cette courbe. Donc ça, c'est une courbe qui existe pour savoir interpréter le pouls selon la valeur de la fièvre. Parce que certes, une tachycardie est un signe de mauvaise tolérance de la fièvre, mais une tachycardie est aussi
physiologiques lorsqu'on a de la fièvre. Donc, pour savoir si cette tachycardie est anormale ou si elle est corrélée à la fièvre, eh bien, il faut se servir de ces abacs, de ces courbes. Donc, je vais vous expliquer comment est-ce qu'on les lit. Donc là, par exemple, vous avez la courbe pour les enfants âgés de 2 à 5 ans. Vous avez la fréquence cardiaque et là, la température. Admettons que cet enfant qui a 3 ans a un pouls à 160 par minute. Il va falloir savoir si ce pouls est normal ou s'il est rapide. Donc, on va regarder sa température. Si la température est de 38 degrés, eh bien là, on se rend compte que finalement, on est au-dessus de la courbe du 90e percentile. Donc cette courbe-là, c'est la limite. Si on est au-dessus, c'est que l'enfant a une fréquence cardiaque qui est trop élevée par rapport à sa fièvre. Par contre, si cet enfant qui a 162 pouls a 40 de température, on se retrouve à peu près au 50e percentile et donc là, on est dans les normes. Donc vous voyez, 162 pouls à 3 ans, ça peut être un pouls normal, ça peut être un pouls élevé, selon comment est la température. Et la seule façon de savoir interpréter ce pouls, c'est d'avoir ce genre de courbe. Donc ces courbes-là, elles existent en fait pour tous les âges. Donc je vous avais montré celle des 2-5 ans, mais il y en a une pour les 3-12 mois, une pour les 1-2 ans et une pour les 5-10 ans. Et donc nous, ces courbes-là, aux urgences pédiatriques, elles sont affichées au milieu des urgences et on s'y réfère tous les jours pour savoir interpréter le pouls en fonction de la température. Le temps de recoloration cutanée, contrairement à ce qui est montré sur ces photos, ne se mesure pas au niveau des extrémités. Jamais, parce que si l'enfant a un peu froid, eh bien, le temps de recoloration va être faussement allongé. Néanmoins, c'est les seules photos que j'ai retrouvées. Donc en fait, on appuie, on décolore, on lâche et on regarde en combien de secondes ça se recolore. Là, on voit bien que la trace du doigt persiste et il persiste plus de 2 secondes. Le TRC, le temps de recoloration cutanée, est allongé. Donc il faut faire cette manip-là, mais sur le tronc de l'enfant, pas sur sa main ou sur son pied. Les marbrures, là vous avez des photos, on voit ces marbrures qui sont souvent associées à une froideur des extrémités. Et là vous avez un petit bébé qui a les extrémités cyanosées. Alors vous voyez que jusqu'à présent, je ne vous ai pas parlé de la valeur de la fièvre. En effet, contrairement à ce que pensent beaucoup de parents, et peut-être à ce que vous pensez, il n'y a aucune corrélation entre la valeur de la fièvre et la gravité de l'infection. L'enfant peut avoir une température à 38,2 et avoir une infection grave, une méningite qui mette en jeu son pronostic vital, et il peut avoir une fièvre à 40, une grippe, qui n'est pas grave et dont il va guérir sans traitement spécifique. Voilà. L'hyperthermie maligne, c'est-à-dire les températures à 42 degrés ou au-dessus de 42 degrés, peuvent mettre en jeu le pronostic vital. C'est extrêmement rare. Donc ce n'est pas un critère à retenir dans l'évaluation classique, quotidienne d'un enfant fébrile. Alors, quel est l'objectif de savoir reconnaître les signes de mauvaise tolérance de la fièvre? Eh bien, c'est d'identifier des enfants à risque d'évoluer vers un choc septique ou un état septique grave, et donc de le prendre en charge avant qu'il soit en choc septique ou en état septique grave. C'est ce que nous enseigne la Surviving Sepsis Campaign ou campagne Survivre au sepsis, qui est une campagne mondiale de sensibilisation des médecins
à la prise en charge des enfants et des adultes qui ont une infection pour améliorer la survie. Donc, si l'enfant a la triade fièvre, tachycardie, troubles vasomoteurs, ce que j'ai appelé signes de vasoconstriction périphérique, c'est-à-dire marbrure et ou extrémité froide, cyanosée et ou teint gris, allongement du TRC supérieur à 2 secondes, et surtout si, parce que c'est un nourrisson, il a des modifications de son état mental, c'est-à-dire il est irritable, il a un manque des interactions, des difficultés à être réveillé, il est géniard, à ce moment-là, c'est une urgence médicale. Cet enfant nécessite une prise en charge précoce et rapide, à savoir une prise en charge à l'hôpital avec une mise en place d'une voie d'abord, qui pourra être une voie veineuse périphérique ou une intra-osseuse si nécessaire, hein, qui est la voie de l'urgence, euh, pour expansion volémique, avec antibiothérapie probabiliste en fonction de l'infection supposée, et des examens complémentaires avec des prélèvements bactériologiques, l'hémoculture si possible avant les antibiotiques, et une hospitalisation pour surveillance. Donc ça, c'était la première situation de gravité qui est les signes de mauvaise tolérance de la fièvre. Deuxième situation, le nourrisson de moins de 3 mois. Le nourrisson de moins de 3 mois qui a de la fièvre est plus à risque qu'un enfant plus grand d'avoir une infection bactérienne sévère, beaucoup plus à risque. Donc, on va être beaucoup plus prudent dans son évaluation, sa surveillance, sa prise en charge que chez un enfant plus grand. Les infections bactériennes materno-fétales sont les infections à Streptocoque B, Escherichia coli ou de façon beaucoup plus rare Listeria. Ce sont des infections qui peuvent se transmettre au moment de la naissance et s'exprimer par de la fièvre dans les 3 premiers mois de vie, surtout dans le premier mois, éventuellement dans les 6 premières semaines, mais jusqu'à 3 mois. On appelle ça des infections materno-fétales bactériennes. Donc quand on reçoit un enfant de moins de 3 mois qui a de la fièvre, on va rechercher dans le carnet de santé s'il a des facteurs de risque d'infection materno-fétale au moment de la grossesse ou autour de l'accouchement. C'est-à-dire, est-ce que cet enfant avait un bon Apgar? Est-ce qu'il y avait une rupture prématurée de la poche des os de plus de 12 heures? Est-ce que le liquide était teinté? Est-ce qu'il y avait un streptocoque B au prélèvement vaginal? Est-ce que la maman a eu une infection urinaire en fin de grossesse? Est-ce que l'enfant a eu des troubles du rythme au moment de la naissance? Est-ce qu'il y avait de la fièvre chez la maman, etc. Et donc, si l'enfant a de la fièvre avant 3 mois, eh bien, de façon assez systématique, hein, c'est une prise en charge très protocolisée, eh bien, le nourrisson va avoir des examens complémentaires, au minimum une analyse d'urine avec uroculture et une prise de sang avec hémoculture. S'il a moins d'un mois ou s'il a des signes d'inquiétude clinique ou un syndrome inflammatoire à la prise de sang, il aura également une ponction lombaire à la recherche d'une méningite. Au moindre doute, après avoir réalisé ces prélèvements, on mettra en place une antibiothérapie et l'enfant sera surveillé à l'hôpital pendant au moins 48 heures. Troisième situation d'urgence, c'est une fièvre qui survient chez un enfant qui a un terrain ou des antécédents particuliers qui rend l'infection potentiellement grave. Alors, ça peut être un déficit immunitaire congénital acquis ou induit par certains médicaments. Et une situation qui n'est pas rare en pédiatrie, c'est un enfant qui souffre de drépanocytose. La drépanocytose, c'est une maladie qui touche les enfants d'origine maghrébine ou d'Afrique noire, qui ont une anomalie génétique qui fait que les globules rouges, les hématies, sont falciformes, donc ils sont mal formés, ils ont tendance à se bloquer dans les petits vaisseaux, à former des micro-thrombus et à rendre la rate non fonctionnelle. Donc ils ont une rate, mais leur rate ne fonctionne pas bien.
Or, il faut savoir que la rate a un rôle de défense immunitaire essentiel pendant l'enfance, et donc ces enfants qui ont une rate qui ne fonctionne pas bien, eh bien, sont vulnérables aux infections bactériennes, en particulier à pneumocoque, à méningocoque, et donc peuvent faire des infections graves euh, pendant leur enfance et même plus tard dans leur vie. Donc, ce sont des enfants qui vont avoir une vaccination optimale, qui vont même prendre une antibiothérapie prophylactique pour éviter ces infections et qui, s'ils ont de la fièvre, devront être euh, en urgence examinés et bénéficier d'examens complémentaires à la recherche d'une infection bactérienne. Au moindre doute, ils seront traités par antibiotiques. D'autres enfants qui peuvent être à risque sont des enfants qui ont une pathologie chronique, comme une cardiopathie ou une encéphalopathie qui peut décompenser à l'occasion d'une fièvre ou d'une infection, ou des enfants qui ont par exemple une mucoviscidose et qui sont à risque de faire des infections respiratoires à des germes particuliers. Donc ces enfants-là, une fois qu'on les a repérés, eh bien, il va falloir les surveiller à l'hôpital, leur faire des examens complémentaires et ne pas hésiter à mettre en place une antibiothérapie. Quatrième situation d'urgence, une fièvre qui témoigne d'une infection grave ou potentiellement grave. Alors je vous explique ce que je veux dire par là. Lorsqu'un enfant consulte, en effet, il peut avoir de la fièvre, mais il n'a rarement que de la fièvre. Et ce qui est important, du coup, c'est qu'on peut être orienté par les autres signes cliniques ou les autres signes fonctionnels que présente l'enfant. Par exemple, l'enfant a de la fièvre, mais il a mal à la tête, il vomit, il est gêné par la lumière, donc il est phonophobique ou gêné par le bruit, donc phonophobique et photophobique, ou alors il a de la fièvre et dans le coma, et là on peut évoquer une méningite ou une méningoencéphalite. Ou alors l'enfant a de la fièvre, mais il a mal au ventre, il n'arrive pas à manger, et s'il mange, il va vomir bilieux, donc on peut évoquer une péritonite. Ou alors l'enfant a de la fièvre, mais il boite et il a mal au genou avec un gros genou inflammatoire et rouge. On peut évoquer une infection osteoarticulaire, voilà, etc. Donc toutes ces infections que j'ai listées sont des infections bactériennes et en général donnent une fièvre mal tolérée. Donc on a aussi des signes de gravité de la fièvre qu'on a décrits dans le chapitre 1. Donc, on va être orienté par l'examen clinique, mais également par des examens complémentaires. On peut être amené à faire chez un enfant fébrile une radio thoracique et on peut voir une infection pulmonaire, une pleuropneumopathie, un scanner abdominal, une ponction lombaire, etc. Ces infections sont des urgences thérapeutiques et nécessitent une prise en charge précoce et adaptée. Euh, le purpura fulminans est l'urgence vitale absolue de l'enfant. Il s'agit d'un enfant qui a de la fièvre et qui a des taches rouges sur la peau qui ne s'effacent pas à la vitropression, c'est-à-dire qu'ils ne s'effacent pas quand on tire la peau. Ce sont des taches qui sont de diamètre de plus de 5 mm, qui s'étendent sous nos yeux ou en quelques minutes et qui ont tendance à être rouges, mais le plus souvent un peu nécrotiques ou échymotiques. En résumé, devant une fièvre chez l'enfant, la première étape est de diagnostiquer la fièvre, comme on l'a vu dans le tout premier paragraphe du cours, en connaissant bien la définition. Une fièvre est une température à 38 degrés ou plus chez un enfant normalement couvert dans une température ambiance tempérée et sans exercice physique intense. On connaît la méthode de mesure de référence, on connaît les méthodes de mesure alternatives acceptables en fonction de l'âge. Et on va, dans un premier temps, rechercher une des 4 situations d'urgence. On se les rappelle, la première était
la présence de signes de mauvaise tolérance de la fièvre. La deuxième était un nourrisson de moins de 3 mois. La troisième, un enfant qui a un terrain ou une pathologie chronique qui rend l'infection potentiellement grave. Et la quatrième, c'est un enfant qui a de la fièvre, mais qui a aussi d'autres signes, d'autres symptômes qui orientent vers une maladie grave ou potentiellement grave. De façon parallèle à l'identification des cas de situation d'urgence, on met en place un traitement antipyrétique pour améliorer le confort de l'enfant en associant mesures physiques et moyens médicamenteux. Et enfin, la troisième étape qui est importante et qui est plutôt le rôle du médecin, c'est de rechercher une cause à cette fièvre, puisqu'on l'a dit, ce n'est qu'un symptôme. Donc, quelle est la maladie en cause? Et ça permet de mettre en place un traitement étiologique. Nous allons maintenant voir les principales pathologies infectieuses rencontrées en pédiatrie. La fièvre est le premier motif de consultation en pédiatrie. Avec un interrogatoire rigoureux et un examen clinique exhaustif, en général, on peut faire un diagnostic ou en tout cas s'orienter vers une pathologie le plus souvent virale et bénigne ou une infection sévère qui, elle, nécessiterait des examens complémentaires. Donc dans la majorité des situations, les examens complémentaires sont inutiles. Même en l'absence d'orientation clinique, une fièvre bien tolérée qui dure depuis moins de 3 à 5 jours chez un enfant de plus de 3 mois par ailleurs en bonne santé ne nécessite pas d'examen complémentaire. Donc on va voir plusieurs pathologies infectieuses. Tout d'abord des situations d'urgence vitale, le choc septique et le purpura fulminans. Ensuite des pathologies infectieuses fréquentes, rhinopharyngite, angine, otite, bronchiolite et gastroentérite. Ensuite, des pathologies pédiatriques, des particularités pédiatriques de certaines infections. Donc, ce sont des infections dont on vous parlera sûrement chez l'adulte, mais qui chez l'enfant se présentent de façon un peu différente, un peu particulière. Donc, c'est la pyélonéphrite, la pneumopathie et la méningite. Et enfin, des situations infectieuses que j'ai qualifiées de propres à l'enfant, les éruptions fébriles, parce que c'est souvent constatées à l'âge pédiatrique, et les convulsions hyperthermiques, qui sont une particularité pédiatrique. Donc d'abord, deux situations d'urgence vitale, choc septique et purpura fulminans. Le choc septique doit être détecté de façon précoce pour être pris en charge de façon adaptée et rapide. Ça conditionne le pronostic vital. Donc pour identifier des patients qui sont à risque d'évoluer vers un choc septique ou un sepsis grave, eh bien, il faut savoir reconnaître ce qu'on a vu tout à l'heure, les signes de mauvaise tolérance de la fièvre. Donc devant l'association fièvre, tachycardie, troubles vasomoteurs, c'est-à-dire marbrure, extrémité froide et cyanosée, teint gris, allongement du temps de recoloration cutanée, surtout quand chez le nourrisson c'est associé à des modifications de l'état mental, eh bien il faut se dire qu'on est sûrement devant un état septique grave, un sepsis grave, un choc septique qui est en train de se constituer et donc il faut mettre en place des mesures thérapeutiques urgentes. Donc ces mesures thérapeutiques, c'est déjà d'installer l'enfant, enfin d'envoyer l'enfant déjà dans un service d'urgence pédiatrique, de l'installer dans la salle de déchocage avec un monitoring cardio-tensionnel, la mise en place d'une oxygénation qui est nécessaire même si la saturation en oxygène est normale. Devant tout choc, il faut mettre en place une oxygénothérapie, au moins avec des lunettes, voire un masque à haute concentration. Ensuite, on va mettre en place deux voies veineuses de bon calibre ou si c'est difficile de mettre en place des voies veineuses, eh bien, on met en place une voie intra-osseuse qui est la voie de l'urgence vitale. L'objectif à atteindre en 1 heure, c'est la normalisation de la tension artérielle,
la diminution des lactates en dessous de 4 millimoles par litre et l'obtention d'une diurèse à plus de 1 millilitre par kilo et par heure. Donc pour faire ça, on va faire une première expansion volumique. On va mettre en place une antibiothérapie intraveineuse qui est probabiliste ou adaptée selon le contexte. Cette antibiothérapie, dans ce contexte de choc septique ou d'état septique grave, est une urgence absolue. Chaque heure qui passe sans antibiotique majore le risque de décès de 12% par rapport à l'heure précédente. Euh, une fois qu'on a fait la première expansion volémique et qu'on a mis en place les antibiotiques, eh bien, si les paramètres hémodynamiques ne se sont pas améliorés, on peut faire une deuxième expansion volémique et ensuite, si ça ne suffit pas, mettre en place des drogues vasopressives et ou inotropes comme de la noradrénaline, de la dopamine ou de la dobutamine. Et à ce moment-là, l'enfant doit être transféré en réanimation pour poursuite de la prise en charge et surveillance. Le purpura fulminant, c'est un tableau de choc septique, mais très grave, associé en fait à un purpura extensif et nécrotique. Le purpura, je vous le rappelle, c'est un élément qu'il faut rechercher systématiquement chez tout enfant fébrile. C'est un érythème, donc une tache rouge sur la peau qui ne s'efface pas à la vitropression. Donc quand on tire la peau, ça ne s'efface pas. Donc le purpura se recherche devant tout enfant fébrile et si on a une tache rouge, on regarde si ça s'efface ou pas. Si ça ne s'efface pas, c'est un purpura. Si le purpura est extensif, c'est-à-dire que si le purpura apparaît en quelques heures avec des nouveaux éléments qui apparaissent alors qu'ils n'étaient pas vus avant, si les éléments font plus de 3 à 5 mm de diamètre ou que les éléments ont une couleur un peu échymotique bleue ou nécrotique noire, ce sont des éléments de gravité qui font évoquer un purpura fulminans. La première cause bactérienne de purpura fulminans, c'est l'infection à méningocoque, qui est une urgence vitale absolue. Si le diagnostic est suspecté en dehors du milieu hospitalier, il faut appeler le SAMU pour un transfert médicalisé à l'hôpital et en attendant le SAMU, faire une injection d'antibiotiques intraveineuse ou intramusculaire. L'antibiotique recommandé, c'est la ceftriaxone à 50 mg par kilo. L'enfant sera ensuite amené en réanimation pour traitement du choc septique. On va maintenant parler de pathologies infectieuses beaucoup plus fréquentes, banales, qui font partie vraiment de l'apprentissage immunitaire de l'enfant, qui sont les rhinopharyngites, les angines, les otites, même si les otites sont souvent bactériennes, les bronchiolites et les gastroentérites. En fait, ce sont des maladies d'adaptation, c'est-à-dire que ce sont des maladies qui surviennent chez un enfant dans les premiers mois et premières années de vie et qui permettent l'acquisition de l'immunité. Le nouveau-né en fait bénéficie d'une immunité passive puisque sa mère lui a transmis pendant sa grossesse en transplacentaire puis après la grossesse si elle allait des anticorps qu'on appelle des IgG. Ces IgG persistent chez le nouveau-né à peu près jusqu'à 6 mois de vie. Ceci permet une protection, une certaine protection du nouveau-né contre des infections virales ou même bactériennes. C'est une protection qui est imparfaite, mais c'est une protection qui est très utile. Malgré tout, cette protection a une durée de vie limitée. Les IgG ensuite, qui ont été transmis par la mère, disparaissent et donc ça sera à l'enfant de quand il va être en contact avec des virus ou des bactéries, fabriquer des anticorps et certains de ces anticorps vont rester en mémoire et donc vont lui permettre d'avoir une immunité protectrice. Voilà. C'est donc en étant malade que l'enfant va développer une immunité. C'est ce qu'on appelle l'acquisition de l'immunité. Cette acquisition de l'immunité se fait au contact des microbes et donc surtout lorsque l'enfant entre en collectivité. Donc collectivité au sens large, bien sûr on pense
à la crèche ou à l'assistante maternelle ou à l'école, mais ça peut être aussi le contact avec les virus ou les bactéries de la fratrie. Donc les infections virales sont fréquentes et normales chez le jeune enfant. Et au premier rang de ces infections virales, il y a la rhinopharyngite. Donc c'est une maladie qui est très fréquente, c'est une maladie qui est virale, qui comporte une rhinorrhée, donc une sécrétion et un écoulement au niveau du nez avec une obstruction. Cet écoulement se fait par le devant, mais aussi par l'arrière. On appelle ça le jetage postérieur. Il va donner une toux, notamment le matin au réveil. Il va y avoir une inflammation du pharynx, qu'on appelle pharyngite, qui peut donner une certaine douleur. Il peut y avoir des signes digestifs comme des vomissements. La fièvre est en général présente, plus ou moins élevée. Le caractère puriforme, le caractère jaune de la rhinorrhée et l'existence d'une fièvre ne sont pas synonymes de surinfection bactérienne. Lorsque l'enfant a une rhinopharyngite, il faut toujours vérifier la présence de la complication la plus fréquente qui est l'otite. Le traitement de la rhinopharyngite est symptomatique. La première chose, c'est le lavage de nez. C'est d'autant plus important chez les petits nourrissons parce que les petits nourrissons ne respirent que par le nez. Donc s'ils ont le nez bouché, ils n'arrivent pas bien à respirer, ils n'arrivent pas bien à dormir, ils n'arrivent pas bien à téter. Donc il va falloir euh, leur faire un lavage de nez en utilisant du sérum physiologique et un mouche-bébé. Donc on va positionner le nourrisson sur le côté. On va insérer la dosette de sérum physiologique dans la narine du dessus. On va mettre une bonne giclée de sérum physiologique dans la narine. L'enfant en général va tousser, pleurer, crier et déjà se moucher. Et ensuite, avec le mouche-bébé à aspiration, on va aspirer les sécrétions. Et il y a un filtre qui évite que les sécrétions remontent jusque dans la bouche du parent. Donc on aspire les sécrétions pour dégager l'enfant. Voilà, l'enfant plus grand, à partir de 2 ans, il faut lui apprendre à se moucher. Ça fait partie des choses importantes à expliquer aux parents. Ensuite, on va donner un antithermique si l'enfant a une fièvre. Je vous renvoie au cours précédent et maintenir toujours une bonne hydratation. Donc pas d'antibiotiques pour traiter les rhinopharyngites puisque c'est viral. Et cette affiche qui remonte à une campagne assez ancienne pour éduquer la population, les antibiotiques, c'est pas automatique, restez quand même dans l'esprit des gens. Euh, et donc, même si les parents sont parfois demandeurs de traitements autres que du sérum physiologique ou du paracétamol, eh bien, il faut savoir aussi leur rappeler que la maladie que présente leur enfant est virale et que donc c'est eux qui vont se défendre avec leurs propres anticorps, mais que les antibiotiques ne servent à rien dans ces situations-là. Et en général, les parents le comprennent très bien. L'angine, L'angine peut être virale ou bactérienne. Alors elle est le plus souvent virale, mais parfois bactérienne, et lorsqu'elle est bactérienne, dans la très grande majorité des cas, c'est dû à une bactérie qu'on appelle le streptocoque A. L'angine va donner une douleur en avalant, on appelle ça une odynophagie, et une dysphagie, donc une difficulté à avaler, avec une fièvre qui est de hauteur variable et assez souvent des signes digestifs de type vomissement ou douleur abdominale. Des fois, les enfants vont plus se plaindre du ventre que de la gorge. Lorsque on palpe au niveau du cou, on va constater des adénopathies cervicales. Vous avez là des photos qui vous montrent une angine érythémateuse avec euh, les piliers du pharynx qui sont rouges et les amygdales. Là, une herpangine, c'est-à-dire une vésicule sur le pharynx. Donc ça, c'est toujours viral, c'est dû au Coxsackie. Et là, une angine avec des dépôts blanchâtres qu'on appelle une angine érythémato-pultacée. Il y a de la rougeur et des taches blanches.
Lorsque l'enfant a une angine, s'il a 3 ans ou plus, il est recommandé de faire un test de diagnostic rapide pour savoir si cette angine est due au streptocoque A ou non, c'est-à-dire pour savoir si cette angine est bactérienne ou virale. Donc on utilise un écouvillon, donc une sorte de grand coton-tige qu'on frotte sur les amygdales et ensuite on a des réactifs et une espèce de bandelette un peu comme pour les tests antigéniques Covid qui permet de dire si le test est positif ou négatif. Donc si le test est positif, c'est qu'il y a du streptocoque A et donc c'est une angine bactérienne. Par contre, si le test est négatif, il n'y a pas de streptocoque A et donc c'est de façon quasi certaine une angine virale. On ne le fait pas avant 3 ans car avant 3 ans, les angines sont quasi exclusivement virales. Ce test permet d'éviter de prescrire des antibiotiques pour rien. Il a une bonne spécificité, une bonne sensibilité. Et en fait, c'est important de faire ce test parce que l'examen clinique ne permet pas de différencier une angine virale d'une angine bactérienne. Voilà. Souvent, les gens croient que parce qu'il y a des points blancs, parce que c'est une angine érythématopultacée, c'est bactérien et vice-versa. Ceci est faux. En tout cas, chez l'enfant, l'examen clinique ne permet pas de différencier une angine virale d'une angine bactérienne. Donc à l'issue du TDR, on va savoir que prescrire. Si le TDR est négatif, ça sera uniquement un traitement symptomatique de la fièvre et de la douleur. Si le TDR est positif et que donc il y a du streptocoque A, on prescrira une antibiothérapie par amoxicilline, 50 mg par kilo et par jour, maximum 2 grammes par jour, en 2 prises pendant 6 jours. L'otite, alors je vais parler de l'otite moyenne aiguë, qui est l'otite la plus fréquente chez les enfants. Donc vous avez là une coupe de l'oreille qui vous montre le pavillon de l'oreille, le conduit auditif externe, le tympan, la cavité de l'oreille moyenne et là la trompe de Stache qui est un tuyau qui communique vers les fosses nasales. L'infection de l'otite moyenne aiguë se situe derrière le tympan dans la cavité de l'oreille moyenne. C'est une infection qui est très fréquente. 2 tiers des enfants de moins de 5 ans feront une otite et la fréquence maximale est entre 6 mois et 2 ans. Les otites sont le plus souvent virales, mais elles peuvent être surinfectées ou d'emblée dues à une bactérie. Les principales bactéries sont pneumocoque et Haemophilus influenzae. En fait, l'histoire naturelle, c'est qu'en général, l'enfant commence avec une rhinopharyngite qui va donc donner une inflammation au niveau du nez et de la muqueuse nasale. Cette inflammation va se propager par la trompe de Stache, va boucher la trompe de Stache, il va y avoir un dysfonctionnement. Les bactéries qui sont au niveau du nez vont remonter dans la cavité moyenne de l'oreille qui ne va pas être aérée puisque la trompe de Stache est dysfonctionnelle et donc il va y avoir une pullulation microbienne dans la cavité de l'oreille moyenne, ce qui va aboutir à une otite moyenne aiguë. Alors, il va y avoir des signes fonctionnels, au premier rang duquel l'otalgie, c'est-à-dire la douleur de l'oreille. Donc, si l'enfant est suffisamment grand, eh bien, il va le dire. S'il est petit, il va pleurer, notamment la nuit, il va se toucher l'oreille. Il peut y avoir une otorrhée, c'est-à-dire un écoulement de pus par le conduit auditif. Ça, c'est s'il y a une perforation. Et en général, il y a de la fièvre entre 38 et 40. Il peut y avoir des signes digestifs, comme avec toutes les infections ORL, notamment des vomissements, parfois de la diarrhée. Et donc chez le bébé, des pleurs inexpliquées, une insomnie, une irritabilité, un refus du biberon. Le médecin va pratiquer une otoscopie grâce à un otoscope. Donc on va mettre un embout avec une lumière qui va éclairer le tympan. Donc là, vous avez des photos de tympan. Ça, c'est une photo de tympan normale. On voit là les reliefs des osselets et le triangle lumineux avec un tympan qui est rosé, nacré. Donc la présence des reliefs, le triangle lumineux
signe une otoscopie normale. Là, par contre, on voit le triangle lumineux, mais on voit bien que tout est rouge et on a un petit peu de mal quand même à enfin, à voir le relief des osselets. Et là, on a une otite moyenne aiguë collectée, alors qu'au-dessus, c'était congestif. Là, c'est collecté. On a en fait un tympan qui est bombé, mat, purulent. On devine qu'il y a du pus dessous. Le pus, en fait, est dans la cavité moyenne de l'oreille. On a une perte complète de ces reliefs que l'on voyait là, et on ne voit plus de triangle lumineux. Là, on voit une lumière qui en fait correspond au flash de la photo, mais on a une perte du triangle lumineux. Ça correspond à une otite moyenne aiguë collectée, purulente et donc bactérienne, alors que celle-ci est le plus souvent virale. Donc sur une otoscopie comme ça, on va mettre des antibiotiques, sur une otoscopie comme ça, on ne va pas mettre d'antibiotiques. La prise en charge de l'otite moyenne aiguë consiste en un traitement symptomatique de la fièvre et de la douleur et une antibiothérapie si on a une otite moyenne aiguë collectée. Cette antibiothérapie est recommandée d'emblée si l'enfant a moins de 2 ans ou si la symptomatologie est bruyante, c'est-à-dire la fièvre est élevée, 38 ou 39 ou plus, ou que l'enfant présente une otalgie intense. À ce moment-là, on met une antibiothérapie d'emblée. Par contre, si l'enfant a plus de 2 ans et qu'il a une fièvre peu élevée, une douleur peu importante, on peut se permettre de ne pas mettre d'antibiotiques, mais il faudra réévaluer l'enfant et l'autoscopie dans 48 à 72 heures. Le traitement antibiotique, lorsqu'il est instauré, consiste à mettre de l'amoxicilline à 80 à 90 mg par kilo et par jour, en 2 à 3 prises, pendant 5 jours pour les enfants de plus de 2 ans et 8 à 10 jours pour les enfants de moins de 2 ans. On peut être amené à faire une parasynthèse, c'est-à-dire c'est un geste technique qui est fait par l'ORL qui consiste à faire une incision dans le tympan avec un tout petit instrument pour récupérer le pus qu'il y a derrière dans la cavité de l'oreille moyenne et l'envoyer en bactériologie. Euh, c'est utile s'il est nécessaire de connaître le germe en cause, notamment si on a une otite chez un bébé de moins de 3 mois. Hein, je vous ai dit tout à l'heure que les infections bactériennes chez les enfants de moins de 3 mois nous inquiétaient davantage, que les enfants ont une immunité moins solide à cet âge-là. Donc on va vouloir avoir une antibiothérapie orientée par un prélèvement microbiologique et avec un antibiogramme. On peut être aussi amené à faire une parasynthèse si on a un échec d'un premier traitement antibiotique bien donné et que donc on a besoin d'en savoir plus pour décider quel traitement va être indiqué. Ou alors, si on a une otite compliquée, on va voir juste après ce que c'est. Donc une otite compliquée, alors il y a plusieurs complications possibles des otites, mais la plus fréquente est la mastoïdite. C'est une complication avec une infection de la mastoïde qui a derrière euh, le pavillon de l'oreille. Donc c'est un os pneumatisé qui est normalement rempli d'air, qui a derrière le pavillon de l'oreille. Cet os peut s'infecter et se remplir d'infections et de pus. À ce moment-là, le pavillon de l'oreille se décolle et on a un bombement rétro-auriculaire rouge et douloureux. Et donc, lorsqu'on a ce type d'infection, donc une mastoïdite, il va falloir faire une parasynthèse pour avoir un prélèvement bactériologique du pus et identifier un germe et donc pouvoir guider son antibiotique. Et la prise en charge thérapeutique va se faire à l'hôpital avec une antibiothérapie par voie intraveineuse cette fois et qui sera plus longue que le traitement du simple otite et une prise en charge chirurgicale selon les cas. Voilà, il peut être nécessaire de faire un nettoyage de la mastoïde. Ce sont les ORL qui pratiquent cette intervention. Alors maintenant on change un petit peu, on passe des infections ORL aux infections respiratoires, au premier rang desquelles on a la bronchiolite.
La bronchiolite est une infection virale épidémique du nourrisson qui survient l'hiver, qui commence par une atteinte des voies respiratoires supérieures, puis qui descend vers les voies respiratoires inférieures et qui peut aboutir à une détresse respiratoire aiguë. Ça concerne exclusivement les nourrissons de moins de 2 ans en période hivernale. Les épidémies en général surviennent d'octobre à février. Depuis le Covid, les épidémies ont été un petit peu décalées, donc on a vu des bronchiolites un peu à n'importe quelle période de l'année, mais sinon, d'habitude, c'était sur ces périodes d'hiver. Le premier virus en cause, c'est le VRS, virus respiratoire syncytial, mais d'autres virus peuvent donner des bronchiolites, influenzae, qui est le virus de la grippe, parainfluenzae, rhinovirus, adénovirus, métapneumovirus, etc. Sont des virus très contagieux. 20% des nourrissons de moins de 2 ans qui ont une bronchiolite seront hospitalisés, donc c'est un chiffre vraiment important, et 2 à 4% le seront en réanimation. La bronchiolite démarre en général par une rhinite, avec une obstruction nasale et une rhinorrhée. La fièvre est inconstante. Si elle est élevée, supérieure à 39, on peut évoquer certains virus en particulier comme la grippe. Si non, il faut suspecter une surinfection et vérifier qu'il n'y ait pas une otite ou une pneumonie bactérienne. L'enfant présente une toux qui est dite humide, c'est-à-dire elle n'est ni vraiment sèche ni vraiment grasse, mais un peu entre les deux. Il a une gêne respiratoire avec une respiration rapide, une polypnée et des signes de lutte. Les signes de lutte, c'est la mise en action des muscles du thorax pour compenser la gêne respiratoire et suppléer ou améliorer, on va dire, le travail du diaphragme. Donc il y a un moyen mnémotechnique pour se souvenir des signes de lutte, c'est bébé tire en geignant, B, B, T, E, G. Donc le premier B c'est pour balancement thoraco-abdominal. Le deuxième B c'est pour battement des ailes du nez. On voit les ailes du nez bouger au rythme de la respiration. Le E pour entonnoir xiphoïdien. On voit un creux sous la xiphoïde. Euh, et G pour geignement, c'est-à-dire que l'enfant fait un bruit expiratoire de geignement. Euh, il peut également présenter une distension thoracique avec un thorax augmenté de taille vers l'avant et un encombrement bronchique. L'enfant a très souvent des signes digestifs avec des vomissements qui sont provoqués par la toux mais aussi par la gêne respiratoire puisque les mouvements du diaphragme vont comprimer l'estomac et provoquer les vomissements. L'enfant peut avoir des difficultés pour s'alimenter, le nourrisson a du mal à finir ses biberons et ça constitue d'ailleurs un signe de gravité de la bronchiolite. Le traitement se fait en ambulatoire en l'absence de critères de gravité. Donc, c'est un traitement symptomatique qui consiste à désobstruer en lavant le nez avec le sérum physiologique et le mouche bébé avant chaque biberon, avant le sommeil, éventuellement associé à des séances de kinésithérapie respiratoire pour désencombrer l'enfant s'il y a un encombrement important. Ensuite, c'est important de maintenir une bonne hydratation et éventuellement de donner un lait anti-reflux si l'enfant vomit. La bonne hydratation, ça consiste à fractionner les biberons, c'est-à-dire qu'au lieu de donner par exemple 5 biberons de 180 ml, on peut donner 7 ou 8 biberons de 120 ml. La totalité est équivalente, mais comme ce sont des biberons plus petits, l'enfant va avoir moins de difficultés à les finir. On peut également proposer de l'eau ou du soluté de réhydratation entre les repas. Et puis on explique aux parents les consignes de surveillance et les éléments à surveiller de gravité qui doivent refaire consulter. Si par contre l'enfant a des critères de gravité, il sera hospitalisé. Il
les principaux critères de gravité sont l'âge de moins de 6 semaines. Hein. Tout nourrisson de moins de 6 semaines qui a une bronchiolite doit être surveillé à l'hôpital parce qu'il a un risque de faire une apnée et donc un malaise grave. Et donc c'est important de le surveiller à l'hôpital avec un monitoring cardio-tensionnel. S'il a un terrain fragilisé, par exemple c'est un ancien grand prématuré ou il a une cardiopathie, s'il a une détresse respiratoire avec des signes de lutte, une polypnée, s'il a des difficultés alimentaires et qu'il prend moins de la moitié de ses biberons, ou si il y a des difficultés socio-familiales ou des parents qu'on ne trouve pas fiables, qui ne comprennent pas les consignes ou on- qu'on ne sent pas très préoccupé par l'état de l'enfant, et bien à ce moment-là, il va falloir garder l'enfant en surveillance. Autre maladie fréquente, la gastroentérite aiguë. C'est donc une infection qui est le plus souvent virale, qui survient par épidémie hivernale, en particulier les gastroentérites aiguës à rotavirus qui sont très contagieuses, transmises par les mains. Donc les mesures barrières et le lavage des mains est très important pour combattre les épidémies de gastroentérite. Les symptômes sont une fièvre souvent élevée à 39-40 pendant quelques jours, avec une diarrhée aqueuse qui déborde de la couche, qui peut être plus de 10 fois par jour, des vomissements répétés et des douleurs abdominales. Une gastroentérite aiguë chez un nourrisson dure une semaine environ et le risque principal c'est la déshydratation. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est très important de connaître les signes de déshydratation d'un enfant et en particulier d'un nourrisson. La déshydratation peut aboutir à une hypovolémie et un risque de choc hypovolémique et donc de décès si il n'est pas pris en charge. Le traitement de référence recommandé de la gastroentérite est en fait un traitement qui permet de lutter contre la déshydratation. C'est le soluté de réhydratation orale. C'est un sachet qu'on dissout dans 200 ml d'eau. Ça apporte de l'eau, du sucre et des sels minéraux avec des quantités étudiées, idéales pour réhydrater un enfant qui a la gastro. On donne ce soluté de réhydratation 10 ml par 10 ml toutes les 5 minutes pendant 1 heure, c'est-à-dire de façon fractionnée pour progressivement réhydrater l'enfant et qu'il tolère ses apports oraux. Puis au bout d'1 heure, s'il n'a pas vomi, on lui donne à volonté. Donc on propose le soluté à l'enfant qui est trop jeune pour réclamer. S'il a soif, il va boire. S'il n'a pas soif, il ne boira pas. Un enfant déshydraté a soif. Nous allons passer maintenant au chapitre des particularités pédiatriques de certaines infections. Donc on va parler des méningites, des pyélonéphrite et des pneumopathies. Les méningites peuvent être virales ou bactériennes. Les méningites virales sont essentiellement dues à l'entérovirus, c'est vraiment le virus prédominant. Les méningites bactériennes sont liées le plus souvent au pneumocoque ou au méningocoque. La présentation clinique est, peut être semblable, mais il y a des différences importantes. Les traitements et le pronostic sont très différents. Chez un enfant assez grand, c'est-à-dire de plus de 2 ans, plus d'1 an, voire plus de 2 ans, la présentation typique, c'est le syndrome méningé, c'est-à-dire des céphalées avec une raideur de nuque, une phonophotophobie, c'est-à-dire une gêne au bruit et à la lumière, et des vomissements. Chez le nourrisson, par contre, on ne va pas avoir cette raideur de nuque, le nourrisson ne va pas être capable de se plaindre de céphalée ou de phonophotophobie, et le diagnostic est plus difficile. C'est pour ça que je l'ai mis dans le groupe des particularités pédiatriques. Ce qui est par contre observé, c'est une hypotonie axiale, donc l'enfant ne va pas être bien capable de tenir son dos, de tenir sa tête, il va paraître plus mou au niveau de son axe, il est geignard, avec éventuellement un pleur anormal, une irritabilité, un comportement anormal, des difficultés alimentaires. C'est un enfant qui pleure, qui se plaint, et même dans les bras de ses parents, il va
continuer à geindre. En tout cas, dans cette situation-là, c'est assez inquiétant. Et chez un enfant fébrile, chez un nourrisson fébrile, il faut savoir évoquer une méningite. Un signe clinique important à rechercher, c'est le bombement de la fontanelle euh, qui se palpe à l'intersection des plaques euh, du crâne. Donc la fontanelle normalement n'est pas fermée avant l'âge de 1 an et on sent quelque chose de mou. Et si par contre c'est bombé, c'est un signe de méningite. Il peut y avoir, et ça ce sont des signes de gravité bien sûr, des troubles de la conscience ou des convulsions. Devant un syndrome méningé fébrile, il faudra faire un bilan biologique, rechercher un syndrome inflammatoire, faire une hémoculture pour essayer de retrouver une bactérie dans le sang, une bactériémie, et une ponction lombaire. Là, vous avez une image d'un enfant installé pour une ponction lombaire, donc il est assis, le dos rond, on met un coussin contre son ventre pour l'aider à arrondir son dos. Il est maintenu et rassuré par l'infirmière et l'auxiliaire de puériculture. Il a sur le nez un masque qui lui amène du protoxyde d'azote, c'est-à-dire du gaz hilarant pour se détendre et ne pas avoir mal. Et dans son dos, on a pratiqué une désinfection et avant, on a pu appliquer un patch d'EMLA pendant 1 heure pour anesthésier la peau. Le médecin a des gants stériles, un masque, une charlotte et pratique la ponction lombaire, qui est malgré tout un geste assez simple. Si l'enfant a une méningite bactérienne, c'est une urgence thérapeutique, nécessite une antibiothérapie intraveineuse pendant 7 à 14 jours selon la bactérie. Des complications sont possibles, des complications graves, choc septique, œdème cérébral, thrombophlébite sont des complications neurologiques. Il peut aussi y avoir un épanchement péricérébral, l'enfant peut faire des convulsions et peut avoir des séquelles. Si la méningite est virale à entérovirus, l'évolution sera favorable en quelques jours sous traitement symptomatique, sans antibiotiques et sans séquelles. Parfois, l'enfant a quand même besoin d'être hospitalisé parce que les céphalées, les vomissements peuvent être gênants et nécessiter une perfusion pour hydratation et traitement antidouleur. La pyélonéphrite est une autre maladie qui a une expression un peu particulière chez l'enfant. Alors chez le grand enfant, c'est comme chez l'adulte, on va avoir une fièvre en général élevée à 39-40 avec des frissons. On peut avoir une douleur au niveau d'une fosse lombaire, des signes fonctionnels urinaires avec une brûlure à la miction ou des mictions fréquentes, c'est-à-dire une pollakiurie ou encore une douleur vésicale lorsque l'enfant urine. Et à l'examen, on peut retrouver une douleur à la palpation ou à l'ébranlement d'une fosse lombaire. Chez le nourrisson, par contre, qui n'est pas capable d'exprimer sa douleur ni de la localiser, eh bien, ça va se présenter comme une fièvre isolée, souvent mal tolérée, parfois avec des urines troubles malodorantes que les parents ont constatées dans la couche qui peuvent orienter, mais souvent il n'y a pas d'orientation. C'est pourquoi c'est important de penser à faire une analyse d'urine en cas de fièvre isolée, surtout si la fièvre persiste plus de 3 à 5 jours ou si elle est mal tolérée, notamment chez un nourrisson. Alors, comment est-ce qu'on va recueillir les urines chez un enfant qui n'a pas encore acquis la propreté? On peut utiliser un collecteur, c'est-à-dire une poche à pipi qui a une forme différente selon le sexe de l'enfant et qu'on va coller sur la peau autour des voies urinaires après avoir bien nettoyé et désinfecté la peau et on va attendre que l'enfant fasse pipi. Le souci c'est qu'avec ce type de recueil, il peut y avoir une contamination des urines par la flore cutanée et donc ça peut fausser les résultats. Deux autres techniques sont le sondage aller-retour que l'on fait en général plutôt chez les petites filles puisque c'est plus facile de sonder une petite fille qu'un petit garçon. On peut, chez les garçons, utiliser le recueil au jet. On assoit le petit garçon sur les genoux de sa maman, les fesses à l'air, et on attend qu'il fasse pipi. Et la maman doit mettre le pot à pipi sous le jet d'urine.
Voilà, le recueil Auger est un recueil qui est intéressant puisqu'il est plutôt propre, sans risque de contamination. Néanmoins, il est encore assez peu pratiqué chez nous. Ensuite, on va utiliser une bandelette urinaire qui va rechercher la présence de leucocytes, de nitrites et aussi de sang et de protéines qui sont souvent présents lorsqu'il y a une infection urinaire. Les urines sont ensuite envoyées au laboratoire de cytologie et de bactériologie pour rechercher une leucocyturie, c'est-à-dire la présence de globules blancs dans les urines, et rechercher une bactérie. Une infection urinaire nécessite, dans sa définition, une leucocyturie à plus de 10 globules blancs par millimètre cube et une seule bactérie, c'est-à-dire un résultat d'une seule colonie, au moins à 10 puissance 5. Les résultats de la culture sont obtenus en environ 48 heures. On fait souvent un bilan biologique à la recherche de syndrome inflammatoire avec une hémoculture. Les germes en cause sont multiples. Ce sont des bactéries. Au premier lieu, on trouve l'Escherichia coli, mais aussi Proteus, Klebsiella, Entérocoque. On met en place un traitement antibiotique intraveineux probabiliste si l'enfant a moins de 6 mois ou s'il a une malformation des voies urinaires ou s'il a une fièvre mal tolérée. Sinon, le traitement peut être donné par voie orale d'emblée. Avec les résultats de la culture des urines et de l'antibiogramme, on adaptera l'antibiotique si celui qu'on a mis n'était pas adapté. En première intention, on met une céphalosporine de 3e génération, ceftriaxone intraveineux ou cefixime Peros. Le traitement est de 10 jours au total. À tout enfant qui fait une première pyélonéphrite aiguë dans sa vie, on prescrira une échographie rénale à la recherche d'une uropathie malformative ou d'une complication locale, c'est-à-dire une malformation des voies urinaires ou une complication, par exemple un abcès, qui est très rare mais qui nécessiterait une prise en charge adaptée. Et les uropathies malformatives ne sont pas rares, certaines sont sévères, d'autres ont juste besoin d'une surveillance de quelques mois ou années en échographie, pour s'assurer que les choses s'améliorent. Troisième maladie qui a une présentation particulière chez l'enfant, c'est la pneumopathie ou pneumonie. L'étiologie peut être principalement virale ou bactérienne. Virale, par exemple, la grippe, mais d'autres virus comme le VRS dont on a parlé tout à l'heure, le virus respiratoire syncytial ou par exemple le rhinovirus peuvent donner des pneumonies virales. Les pneumonies bactériennes peuvent être liées au pneumocoque, à l'hémophilus, au mycoplasma pneumoniae. Ce sont les trois principaux germes chez l'enfant. Le pneumocoque étant celui qui est le plus dangereux. Les symptômes associent une fièvre en général élevée à 39-40 avec des frissons, des grands frissons à claquer des dents, une altération de l'état général, une toux et, ce qui est particulier à l'enfant, des douleurs abdominales. À tel point que ces douleurs abdominales qui sont souvent au premier plan peuvent faire craindre une pathologie digestive comme par exemple une appendicite ou une péritonite, alors que le problème est respiratoire. La toux n'est pas toujours présente au début et donc des fois ça peut aussi perdre un petit peu le médecin. L'examen clinique peut retrouver une polypnée, c'est-à-dire une respiration un peu rapide et superficielle, avec une diminution du murmure vésiculaire à l'endroit de l'infection pulmonaire et un foyer de crépitant également à l'endroit de l'infection pulmonaire. L'examen clinique peut être normal et donc il ne faut pas hésiter si on suspecte une pneumonie ou qu'on n'a pas d'orientation sur la cause de la fièvre de l'enfant à faire une radiographie thoracique de face pour rechercher une opacité parenchymateuse. On voit là sur cette radio, à cet endroit-là, donc là on a la silhouette cardiaque, les côtes. Là, on a le diaphragme et dessous la cavité abdominale. Là, on voit les clavicules. Oui.
Et puis là, entouré, on a cette image, cette opacité parenchymateuse qui signe une pneumopathie à gauche. Le traitement de la pneumopathie consiste en la mise en place d'une antibiothérapie. Il n'est pas toujours possible de savoir si c'est la pneumopathie virale ou bactérienne. Donc si on a des signes cliniques et ou radiographiques de pneumopathie, en général, on met en place un traitement antibiotique probabiliste, le plus souvent en ambulatoire, qui cible le pneumocoque. Donc on met en place de l'amoxicilline 100 mg par kilo et par jour pendant 8 jours. On peut traiter l'enfant par voie intraveineuse, notamment si euh, il ne peut pas prendre le médicament par la bouche, par exemple parce qu'il vomit, ou s'il a des signes de gravité respiratoire, ou s'il a un terrain fragile et qu'il a un risque de s'aggraver. L'objectif est d'obtenir une apyrexie en 48-72 heures. Si au bout de 48-72 heures l'enfant reste fébrile, il faudra qu'il soit réexaminé, qu'on refasse une radio et qu'on se pose la question d'un autre antibiotique. C'est important de refaire la radio au bout de 48-72 heures parce qu'il peut survenir une complication qui est la pleuropneumopathie, c'est-à-dire qu'en plus de l'infection pulmonaire, on a un épanchement liquidien au niveau de la plèvre qui va aggraver la situation. Dans les pleuropneumopathies, la douleur est en général intense, une douleur qui peut être thoracique et abdominale, avec une polypnée, parfois une hypoxie, c'est-à-dire une baisse de la saturation en oxygène. Le traitement se fera en hospitalisation. L'épanchement va être ponctionné ou drainé euh, pour soulager l'enfant, améliorer la respiration et également faire une analyse microbiologique, une recherche de germes. L'enfant bénéficie d'une hydratation intraveineuse et dentalgique, d'oxygène et d'une antibiothérapie, cette fois intraveineuse. Donc sur la photo là, vous voyez l'épanchement pulmonaire avec cette opacité qui prend tout le champ pulmonaire gauche et qu'il va falloir évacuer. Enfin, nous allons parler des situations, de ce que j'ai appelé les situations propres à l'enfant. Donc il y a les éruptions fébriles et la crise convulsive hyperthermique. Dans les éruptions fébriles, il y a la varicelle. La varicelle, c'est une maladie éruptive très contagieuse qui est due au virus varicelle zona, VZV, qui va donner une fièvre élevée, en général à 39-40, avec une éruption qui est caractéristique. D'abord, on a apparition de papules, c'est-à-dire de petits points rouges en relief sur la peau. Ça peut commencer au niveau du cuir chevelu ou derrière les oreilles, puis après ça se dissémine. Les papules se transforment en vésicules, donc il y a une petite goutte de liquide qui se forme, puis cette goutte se rompt et ça forme une croûte. On va avoir des éléments d'âge différents sur la peau, c'est-à-dire que vont coexister des papules, des vésicules et des croûtes parce qu'il y a plusieurs poussées successives. Cette éruption est en général prurigineuse et un peu gênante. Elle est disséminée, y compris au niveau du cuir chevelu, des paumes et des plantes et des muqueuses, donc on peut en avoir dans la bouche au niveau des parties génitales. Le traitement est symptomatique avec des antipyrétiques. Donc vous vous souvenez, pas d'aspirine, pas d'anti-inflammatoire non stéroïdien, donc seul le paracétamol est proposé. Et puis ce qui est très important, c'est des soins locaux d'antisepsie, c'est-à-dire qu'il faut désinfecter cette peau, puisque tous ces boutons sont des potentielles portes d'entrée pour les microbes. Je vous rappelle que la peau est la première barrière contre les microbes. C'est une barrière très efficace, mais si la peau est abîmée, eh bien elle ne joue plus son rôle et les microbes qui nous entourent peuvent rentrer par ces portes d'entrée que constituent les boutons et provoquer une infection grave bactérienne, notamment à staphylocoque ou encore plus à streptocoque A. Donc il faut une désinfection quotidienne, voire 2 fois par jour, des lésions de varicelle. On peut utiliser un savon antiseptique ou l'application d'une lotion antiseptique.
Et on peut aussi donner un traitement antihistaminique qui permet de lutter contre le prurite, contre les démangeaisons. Donc là, vous avez une photo d'un petit garçon qui a la varicelle avec des lésions papuleuses et vésiculeuses d'âges différents. On voit là bien grossi les vésicules avec, on devine, des petites gouttes liquidiennes. Donc ça atteint son tronc, son visage, un petit peu, on devine le cuir chevelu. La principale complication chez l'enfant, c'est la surinfection bactérienne à Streptocoque A ou aussi possible à Staphylococcus aureus. Donc ces surinfections bactériennes, c'est parce que les bactéries, comme je vous l'ai dit, vont rentrer par les boutons de varicelle et vont provoquer une infection en profondeur, donc une dermohypodermite, c'est-à-dire une infection des tissus mous, un abcès avec du pus qui se forme. Il peut aussi y avoir, c'est plus rare, mais beaucoup plus grave, une fasciite nécrosante. Donc ça, c'est une infection plus profonde qui atteint les fascias et qui va fuser à l'intérieur du corps et qui peut aboutir à une nécessité d'excision des tissus, voire à d'amputation. Donc c'est une infection extrêmement grave. Ces infections se produisent en général parce que le streptocoque A et le staphylocoque doré sont des germes toxiniques, c'est-à-dire qu'ils peuvent fabriquer une toxine. Et cette toxine joue un rôle important dans la pathogénicité, dans la gravité de la maladie. Donc on voit sur cette photo un enfant qui, avec quelques lésions de varicelle déjà un peu anciennes, fait une dermohypodermite probablement nécrosante avec une jambe, une cuisse très augmentée de taille, une atteinte qui en superficie paraît assez localisée mais qui en profondeur doit être beaucoup plus grande. On dit que c'est la partie émergée de l'iceberg. La rougeole est une autre maladie éruptive virale qui touche l'enfant et qui est en recrudescence. C'est une maladie qui est très contagieuse. Une personne qui a la rougeole peut contaminer 15 à 20 autres personnes, alors qu'on dit qu'une personne qui a la grippe en contamine en moyenne 1 à 3, une personne qui a la maladie d'Ebola 1 à 2, une personne qui a la coqueluche 15 à 17. Donc vous voyez que la rougeole fait partie des maladies les plus contagieuses qui existent. Et il y a eu en 2008, 2010, 2011 une résurgence très importante de rougeole en France et dans le monde. Vous avez un graphique là qui montre ces pics avec depuis des cas de rougeole plus ou moins importants selon les années, avec quand même une nouvelle recrudescence là 2018-2019. Et puis en 2020 et 2021, une nette diminution. Donc ça, c'est lié au Covid et au confinement, à l'isolement, aux mesures barrières qui font que toutes les maladies contagieuses ont reculé. Mais ce n'est que temporaire, bien sûr. Nous avons récemment levé les mesures barrières euh, du Covid et donc forcément nous verrons réapparaître les infections virales, la rougeole notamment. Donc de janvier 2008 à 2021, il y a eu près de 30 000 cas de rougeole, plus de 1500 pneumopathies graves, 42 complications neurologiques, 24 décès. Et vous voyez sur cette carte que la France fait partie des pays les plus concernés par la rougeole, avec l'Europe de l'Est, en particulier l'Ukraine, qui avait connu une forte épidémie également de rougeole. L'OMS avait souhaité une éradication pour 2020, mais c'est un échec avec une maladie qui continue à circuler partout dans le monde. Et l'OMS a alerté d'ailleurs récemment d'un risque de nouvelles épidémies de rougeole, puisque à cause du Covid, les enfants ont été moins vaccinés depuis 2 ans dans de nombreux pays du monde, et donc il y a un réel risque de voir survenir de nouvelles flambées épidémiques.
Donc là, je vous ai redit cette pause qui a eu lieu en 2020 avec 10 fois moins de cas en 2020 qu'en 2019 et la même chose sur le premier trimestre 2021 en raison des confinements et des mesures barrières euh, déclenchées pour l'épidémie Covid. Donc là, vous avez une carte de France qui vous montre l'incidence des cas de rougeole. Là, c'est enfin, c'est sur l'année 2018. Donc, plus les départements sont en bleu foncé, plus l'incidence est élevée. Et là, vous avez une carte de France qui vous montre la couverture vaccinale du vaccin ROR. Donc, le vaccin ROR, c'est rougeole, oreillon, rubéole. Euh, et donc, en fait, on s'aperçoit que finalement, on a une coloration inversée, c'est-à-dire que dans le sud-ouest, là où il y a le plus d'incidence de rougeole, c'est aussi la zone de France où la couverture vaccinale du ROR est la plus faible. Donc la rougeole donne une fièvre élevée entre 39 et 40 avec ce qu'on appelle un cathare oculonasal, c'est-à-dire un écoulement au niveau des yeux et du nez pendant 3 à 4 jours sans rien d'autre, donc ça ressemble à un vulgaire rhume. Et puis l'éruption apparaît, on parle d'éruption morbilliforme. C'est une éruption rouge vif avec intervalle de Posen qui débute derrière les oreilles, qui est descendante, avec une fièvre qui reste élevée à 40, une toux et des signes digestifs. Il peut y avoir des vomissements notamment. Les principales complications sont les surinfections respiratoires hautes ou basses avec otite, laryngite, pneumonie et des complications neurologiques. Il peut y avoir des encéphalites. Le traitement est symptomatique. Les complications neurologiques peuvent être graves et aboutir au décès. Donc là, vous avez un enfant qui présente une rougeole avec cette éruption morbilliforme, donc rouge vif avec intervalle de Posen. Il a les yeux un peu larmoyants, le visage bouffi. Et là, vous voyez ce qu'on appelle les taches de Koplik. Donc, ce sont un piqueté blanc au niveau de la joue, en regard des prémolaires. Enfin là, l'enfant, il les a pas encore, ces prémolaires. Ces taches-là sont présentes juste avant ou juste au début de l'éruption cutanée. Donc, c'est parfois difficile de les voir, mais ils ont une valeur assez importante pour le diagnostic, hein. Lorsqu'on voit ces taches, eh bien, on est quasiment sûr que c'est bien une rougeole qui démarre ou qui va démarrer. Donc, c'est un signe euh, un peu subtil et fugace, mais important à connaître et à rechercher. La rougeole est une maladie qui peut être prévenue par le vaccin ROR, rougeole oreillon rubéole. C'est un vaccin qui est obligatoire pour tous les nourrissons nés à partir du 1er janvier 2018 avec, comme vous le voyez sur le calendrier des vaccinations, une injection à 12 mois et une deuxième dose de rattrapage entre 16 et 18 mois. Un rattrapage est également recommandé tout au long de la vie. Euh, Toute personne née après 1980 doit avoir reçu 2 doses de vaccin ROR pour être bien protégée, sauf s'il a déjà eu la rougeole. Mais même s'il a déjà eu la rougeole, c'est important de faire les 2 doses de vaccin ROR pour le protéger contre les autres maladies qui sont les oreillons et la rubéole. Et il n'y a pas de risque à faire un vaccin ROR si on a déjà eu une ou deux de ces maladies. Donc je vous encourage à vérifier votre carnet de vaccination pour vérifier que vous êtes bien à jour du vaccin ROR. La scarlatine est une autre maladie éruptive infantile fébrile. C'est une maladie, celle-là, qui est bactérienne, qui est due au streptocoque A. Le streptocoque A fabrique une toxine qui va donner l'éruption cutanée qu'on appelle un rash toxinique. On appelle ça une toxi-infection, c'est-à-dire une infection
lié à un germe qui fabrique une toxine. Et la toxine est responsable de l'éruption. L'enfant a de la fièvre en général élevée à 40. Il a une angine et le streptocoque A est situé au niveau de cette angine. L'éruption est scarlatiniforme, c'est-à-dire que c'est un rash continu, rouge, sans intervalle de peau saine, qui prédomine au niveau des grands plis et qui a un aspect un peu granité, un peu granuleux de la peau. La langue est framboisée. L'enfant peut avoir des signes digestifs avec des douleurs abdominales, des vomissements. Le diagnostic est clinique, fièvre plus angine plus langue framboisée avec cette éruption scarlatiniforme, mais on peut aussi faire le test de diagnostic rapide dont on a parlé précédemment pour les angines bactériennes et il sera positif bien sûr. Le traitement est le même que celui de l'angine à streptocoque A, c'est de l'amoxicilline pendant 6 jours, à la même dose, c'est-à-dire 50 mg par kilo ou par jour, maximum 2 g par jour en 2 prises. Donc là, vous avez des photos de scarlatine avec ce rash qui va atteindre notamment les grands plis, donc là le périnée, la langue framboisée qui forme un V lingual et puis tout se dépapille, tout devient framboisé et toute la langue va être rouge, dépapillée. Et de façon secondaire, on va voir apparaître, une fois que l'enfant est guéri, au 8e ou 10e jour, une desquamation de l'extrémité en doigt de gant qui n'est pas douloureuse et qui cicatrise sans séquelles et qui est un signe un peu tardif a posteriori de scarlatine. On va finir avec la crise convulsive hyperthermique qui est une pathologie propre à l'enfant puisque dans sa définition il y a un critère d'âge. Donc c'est une crise convulsive qui est occasionnelle, provoquée par la fièvre, donc l'enfant doit avoir au moins 38. La fièvre peut survenir dans n'importe quel cadre. Ça peut être une fièvre dans le cadre d'un rhume, une fièvre dans le cadre d'une rougeole, une fièvre dans le cadre d'une gastro ou d'une bronchiolite. C'est relativement fréquent, 2 à 7% des enfants font une crise convulsive hyperthermique et c'est en général bénin. Il faut savoir rechercher des critères de crise convulsive hyperthermique simple. C'est-à-dire, est-ce que cette crise hyperthermique est simple ou est-ce qu'elle est complexe? Elle sera simple si on a tous ces critères, c'est-à-dire une convulsion généralisée, donc c'est-à-dire que ça ne prédomine pas d'un côté, qui est courte, donc moins de 15 minutes, qui est unique, avec un examen neurologique normal au décours. Donc une fois que l'enfant a récupéré de sa crise, il a une conscience normale, il n'a pas de déficit neurologique, il n'a pas de syndrome méningé, il n'a pas d'antécédents neurologiques particuliers, pas de troubles du développement psychomoteur et il a entre 6 mois et 5 ans. S'il a moins de 6 mois ou plus de 5 ans, il faut savoir évoquer d'autres causes. Alors quelles sont les autres causes? Eh bien, ça peut être une infection du système nerveux central. En effet, une convulsion fébrile peut être la conséquence d'une méningite ou d'une méningoencéphalite. Une convulsion fébrile peut être aussi la conséquence d'une épilepsie débutante qui va être favorisée par la fièvre. Alors, que doit-on faire si l'enfant convulse? Il faut le mettre en position latérale de sécurité. Il faut faire en sorte qu'il soit protégé contre les traumatismes. Donc si on est à l'hôpital, on va le mettre bien sûr sur la table d'examen en faisant attention à ce qu'il y ait des gens autour pour le surveiller. Si l'enfant fait une convulsion à la maison, il vaut mieux l'allonger par terre plutôt que de le laisser sur un canapé ou sur une table et de risquer qu'il tombe. Il faut dégager les voies aériennes, lui mettre de l'oxygène. Si la crise dure plus de 5 minutes, on mettra en place un traitement anticonvulsivant en première intention, le diazépam intrarectal 0,5 mg par kilo avec l'aide d'une canule rectale qui est insérée dans l'anus et qui permet d'injecter le produit. Ce mode d'administration est très pratique.
Ça évite d'avoir une voie veineuse périphérique qui peut être difficile à poser et ça peut être fait par les parents. On met également en place un traitement contre la fièvre, donc on va déshabiller l'enfant et on peut administrer du paracétamol en suppositoire. On fera une éducation des parents, c'est-à-dire que si on reçoit un enfant qui a présenté une crise convulsive hyperthermique, une fois qu'il pourra rentrer chez lui, on va lui faire une ordonnance avec un traitement par Valium intrarectal et on explique aux parents quand l'administrer et comment l'administrer. En effet, si une crise survient à la maison et qu'elle dure plus de 5 minutes, ils auront pour consigne d'appeler les secours et d'administrer le Valium en attendant les pompiers. Le diazépam. Le Valium, c'est le diazépam. Le Valium, c'est le nom commercial. Pour conclure, concernant la fièvre chez l'enfant, on a vu que c'était important de savoir diagnostiquer une fièvre avec une définition précise et d'utiliser une méthode de mesure fiable adaptée à l'âge de l'enfant. Ensuite, on va essayer d'identifier une situation d'urgence. Les 4 situations d'urgence à rechercher sont les signes de mauvaise tolérance de la fièvre d'une part, un nourrisson âgé de 3 mois d'autre part, un enfant qui présente une pathologie chronique ou un déficit immunitaire, et enfin, en dehors de la fièvre, d'autres signes qui témoignent d'une infection grave ou potentiellement grave. On va mettre en place de façon parallèle un traitement antipyrétique pour améliorer le confort de l'enfant en associant des mesures physiques et des mesures médicamenteuses, au premier rang duquel le paracétamol. Et puis, en parallèle, on fera un examen clinique complet et un interrogatoire rigoureux pour faire un diagnostic étiologique et mettre en place un traitement étiologique. Je vous remercie, le cours est fini.